Ils nous ont gazés en premier. Du coup, bon, on ne s'est pas laissé faire. On était juste sur le rond-point, tout se passait très bien. Ils nous ont gazés. Alors, vous avez entendu ce que la jeune femme a dit. Elle parlait au rond-point qui se dirige éventuellement en Espagne pendant acte 6 des manifestations des Gilets jaunes. Et par hasard, la semaine auparavant, on a dû, c'est-à-dire mon mari et moi, nous avons dû traverser ce rond-point et on a pu enregistrer à ce moment-là ce qui se passait. Alors cette vidéo va vous montrer la différence entre la semaine auparavant, c'est-à-dire acte 5 des Gilets jaunes, et cette semaine-ci, c'est-à-dire acte 6 des Gilets jaunes, où la police a entamé de la violence. Mais tout d'abord, il faut que je vous décrive la location. Il s'agit du péage 43 sur l'autoroute 9 qui lie l'Espagne et la France et qui traverse les montagnes des Pyrénées-Orientales. Un tout petit rond-point donne accès à l'autoroute et à droite, il y a un pont qui donne sur l'autoroute. Alors vous voyez là le pont qui traverse l'autoroute et le rond-point. Et c'est là où se déroule la scène des événements dramatiques du 22 décembre 2018. Au début, les gilets jaunes étaient au péage, mais très vite, les gendarmes, je pense qu'on les appelle la brigade de la gendarmerie, bref, la brigade, s'est avancée vers les gilets jaunes qui, à leur tour, ont dû reculer au rond-point pour attendre ce qui se passerait. Voici la scène la semaine auparavant, c'est-à-dire le 15 décembre, acte 5. Les gilets jaunes, c'est-à-dire des gens ordinaires habillés en gilets jaunes, avaient occupé le péage. Ils se sont installés en ligne sur l'autoroute pour stopper la circulation et tout s'est passé pacifiquement. Ici, vous voyez les gilets jaunes avec des gendarmes et il y a une femme qui offre un sandwich aux gendarmes. C'était une scène pleine de bonhomie et complètement pacifique. À propos, vous voyez que nous avons essayé de protéger l'identité des gens, au début au moins, et aussi l'identité du chien. Par contraste, le 22 décembre, acte 6, nous sommes arrivés au même rond-point et nous avons vu une scène complètement différente de celle qu'on avait vue la semaine auparavant. Alors là, avec la belle montagne, le Canigou au fond, les gilets jaunes sont là sur le pont et la brigade les avait divisés en deux parties. Il y avait des gilets jaunes à un bout du pont et les autres gilets jaunes étaient de l'autre bout du pont et on ne pouvait pas traverser le pont parce que la gendarmerie les empêchait de le faire. La brigade avait réussi à faire ça en utilisant le gaz lacrymogène et des grenades explosives qui s'appellent des flashballs.
Du point de vue de la brigade, le but était d'ouvrir l'autoroute et voilà, ils ont réussi à le faire dans une direction au moins et dans l'autre direction, je pense qu'ils vérifiaient la condition de l'autoroute. Et moi, j'ai remarqué la jeunesse des gendarmes que nous avons vus là. On leur a donné des armes potentiellement létales et bien sûr, ils auront envie de les utiliser. Et voilà ce qui s'est passé. Alors, de ce côté du pont, les gens étaient vraiment choqués. Ils étaient dans un état de choc. Malgré les délais, il était évident que les camionneurs et les conducteurs de voitures soutenaient les gilets jaunes. Alors nous avons réussi à trouver une route alternative pour arriver à l'autre bout du pont, c'est-à-dire au rond-point. Et il paraît que cela avait été l'épicentre de la fusillade de la part de la brigade. Et vous voyez le détritus de leur violence par terre. Ça, c'était un gendarme plutôt sympathique qui avertissait mon mari de ne pas toucher l'objet qui se trouvait par terre parce que cet objet aurait pu être dangereux et ça risquait d'exploser. Mon mari s'est approché de l'objet pour photographier les lettres, de loin bien sûr, parce qu'il n'avait aucune intention de le toucher. Alors l'objet dont je parle est du gaz lacrymogène avec une rangée de 100 mètres qui est autopropulsé par un moteur fusée et évidemment cet objet n'est pas sans danger. Et selon les témoins, on a utilisé aussi des grenades flashball contre les manifestants. Juste sur le rond-point, tout se passait très bien. Ils nous ont gazés. Avec du gaz lacrymogène. C'est ça. Yes. Beaucoup de gaz lacrymogène. Ils ont décidé de tirer avec les flashballs sur n'importe qui. Et c'est tombé sur cette pauvre fille de 16 ans et elle est sur la côte et elle a commencé à gonfler de partout pour être. Ah mais t'inquiète, pas trop. Alors la scène que je viens de vous montrer, ça se passait pendant la semaine du 22 décembre, c'est-à-dire acte 6. Et je vais vous montrer maintenant les scènes de la semaine auparavant, c'est-à-dire le 15 décembre, où il y avait peu de gendarmes qui étaient là juste, je pense, pour surveiller ce qui se passait. Alors, pendant l'acte 5, le comportement des manifestants était impeccable. On démontrait un bon sens d'humour, du patriotisme et de la fraternité. L'industrie agricole a été bien représentée et les seules flammes qu'on voyait, c'était dans la barbecue. Au même rond-point, on voit bien qu'une manifestation peut en cacher une autre. Pour ceux qui ne se rendent pas compte de la signification de ce symbole, c'est le symbole des Catalans qui ont été emprisonnés en Espagne pour avoir essayé d'organiser des élections en Catalogne.
Il s'agit donc d'une lutte pour la liberté et c'est là que les deux manifestations se rapprochent. Alors, je sais qu'il y aura des gens qui diront, oui, ils se sont comportés impeccablement, mais quand même, ils n'auraient pas dû fermer l'autoroute. Les manifestants ne sont pas stupides. Ils savent bien que la brigade essaiera de les déloger de leur position. Mais comme il s'agit de personnes ordinaires qui ne sont pas armées, il faut poser la question, est-ce qu'il est nécessaire d'utiliser une telle force? Au rond-point, les Gilets jaunes ont fait un triage des véhicules. Pour les voitures, ils l'ont laissé passer sur l'autoroute pour continuer leur chemin. Et quant aux camions, on leur a demandé d'attendre simplement 4 minutes. Nous avons constaté que les camionneurs se sont coopérés avec les Gilets jaunes. Et je parle des camionneurs français ainsi que les camionneurs d'autres nationalités et il y a eu énormément de soutien. Alors, pendant l'acte 5, les gens ont eu la possibilité de s'exprimer et vous voyez des exemples ici. Alors, vous voyez là une affiche qui dit où passe notre argent? Et c'est une question qu'il faut poser, non pas seulement en France, mais partout, et partout en Europe de toute façon. Trop de taxes tuent le peuple. Il devrait être évident pour Macron que si on élève les taxes alors que les salaires restent pareils, on arrivera à un point où les gens n'arriveront pas à se débrouiller. Et en plus, il a eu l'effrontement d'imposer des taxes supplémentaires pour un agenda politique. C'est-à-dire qu'on impose la taxe carbone, non pas pour améliorer les services en France, mais pour dicter aux gens comment ils devraient se comporter. Alors, pendant les années 60, il y avait une chanson bien connue de George Harrison des Beatles qui s'appelait Taxman. Il vaut la peine de vous rappeler les paroles. Je vais les citer en anglais d'abord et ensuite je vais les traduire en français. Traduire, c'est trahir, mais quand même. If you drive a car, I'll tax the street. If you try to sit, I'll tax your seat. If you get too cold, I'll tax the heat. If you take a walk, I'll tax your feet. Et cela veut dire, si vous conduisez une voiture, je taxerai la rue. Si vous essayez de vous asseoir, je taxerai votre siège. Si vous avez trop froid, je taxerai la chaleur. Si vous voulez vous promener, je taxerai vos pieds. À cette époque-là, on se demandait s'il trouverait un jour un moyen de taxer l'air qu'on respire. Et voilà, nous sommes arrivés aux taxes carbone. Ils sont bien arrivés à taxer l'air qu'on respire. Et si vous croyez qu'on impose le taxe carbone pour sauver la planète, eh bien, je ne peux rien faire pour vous. Et de plus, il est clair que si les Français acceptent le principe d'être punis financièrement pour ce que le gouvernement ne veut pas qu'ils fassent, dans l'avenir, ils seront punis pour toutes sortes de crimes, et je dis le mot crime entre guillemets, que les politiques inventeront.
Pour retourner à la question, est-ce que les gilets jaunes avaient le droit de déranger les automobilistes en leur demandant de s'arrêter? Il faut dire que les gilets jaunes n'ont rien dicté aux automobilistes. Ils leur ont demandé simplement d'attendre quelques minutes avant de s'avancer, et la plupart des gens le faisaient volontiers, car il y avait beaucoup de soutien, il faut le dire, beaucoup de soutien pour la manifestation. Alors, les gens qui étaient là le 15, c'était les mêmes gens qui étaient là le 22. C'est-à-dire, vous voyez là un enfant sur le dos de son père. Il y avait des enfants, il y avait des vieux, il y avait même des chiens. Nous avons bien vu la configuration des rues et nous avons vu la quantité des véhicules policiers. Nous n'étions pas là au moment de l'attaque, mais il faut quand même poser la question. Est-ce que ce niveau de violence de la part de la brigade était nécessaire pour libérer l'autoroute? Est-ce que, par contre, ils auraient pu avancer lentement les véhicules policiers pour déloger les gilets jaunes? Ou bien est-ce que la brigade a entamé une violence extrême comme punition aux gens d'avoir osé manifester? On ne s'est pas laissé faire, on était juste sur le rond-point, tout se passait très bien. Elle était sur le rond-point et d'un coup ils ont décidé de tirer avec les flashballs sur n'importe qui. Ils ont décidé de tirer avec les flashballs sur n'importe qui.